La Moldavie. Ce petit État enclavé d'Europe de l'Est a toujours été un objet de convoitise et de division. Entre l'Est et l'Ouest, l'Empire tsariste et l'Empire austro-hongrois, entre la Roumanie et l'Union soviétique, et aujourd'hui, entre l'Union européenne et l'Ukraine. De ce côté du fleuve Nistrou se trouve le petit village d'Olorkan. De l'autre côté, la bande de terre appelée Transnistrie. Les deux font officiellement partie de la Moldavie. Mais Olorkan sert en réalité de village frontière entre deux territoires bien distincts. L'un sous domination russe, l'autre sous domination roumaine. Une fois par an, la localité de 2500 habitants est mise sur le devant de la scène. Elle accueille cette année la 6e édition de son festival Iamania, mettant à l'honneur la culture et les traditions moldaves. À l'initiative du projet, Nata Albot. Les filles, il y a 3 affiches différentes et j'ai 4 exemplaires de chaque. Mettez bien à chaque fois les 4 ensemble l'une sur l'autre. C'est un peu comme si on organisait un grand mariage avec énormément d'invités. L'année dernière, on a eu 12 000 visiteurs. Et cette année, on en attend 15 000. On veut que tout soit parfait. Et on fait l'impossible pour y arriver. Depuis quelques jours, le temps est changeant, mais on essaie de rester cool et positif. Et puis les gens nous écrivent pour dire qu'ils viendront même s'il pleut. Je suis sûre que ça va être super. Il y a 6 ans, Nata Albot était partie de l'idée de créer un défilé de mode sur le thème de l'Ia, chemise traditionnelle roumaine brodée à la main. Elle était alors loin d'imaginer l'ampleur que prendrait l'événement. Devenu un rendez-vous annuel très attendu, le festival Iamania attire aujourd'hui un flot de visiteurs. Si elle est épaulée par un bataillon de bénévoles, Nata continue de veiller personnellement sur chaque détail. Vous avez reçu la livraison d'eau? Pas encore. On a fait la commande pour 10 heures. Le maire a dit que c'était bon. C'est votre voiture là-bas? Oui, et celle-là aussi. Quand je ne suis pas sur place, c'est Natalia qui prend le relais. À plus Natalia, bon courage. Tous ceux qui vont découvrir le festival vont certainement s'extasier. Waouh, j'en reviens pas qu'il y ait un événement comme ça en Moldavie. C'est chaque fois pareil. Les gens se font beaux et se sentent fiers de leur pays. En venant ici, ils s'imprègnent chaque année d'une bonne dose de fierté nationale et ça leur fait du bien. Parce qu'ici, en Moldavie, on en manque cruellement. Le projet fédère tous les habitants du village. Chacun retrouve dans l'engagement collectif un sentiment de fierté. Tout le monde trouve ça super. C'est une journée à part où chacun fait la fête et se détend. On s'amuse beaucoup et quand c'est fini, on n'attend qu'une chose, c'est que ça recommence. Ça nous permet de faire revivre nos traditions qui sont en grande partie tombées dans l'oubli. On doit beaucoup à Madame Nata, qui fait énormément pour notre village et revient ici chaque année. On s'attelle ici à la confection des sarmales, des petits rouleaux de choux farcis enveloppés de feuilles de choux marinés ou de feuilles de vigne. La farce est une garniture de riz mélangée à des légumes. Le Seigneur s'est montré particulièrement généreux envers nous, parce qu'il a doté les Moldaves d'une grande bonté et le pays de magnifiques paysages. Mais les gens d'ici n'apprécient pas toute cette beauté qui les entoure à sa juste valeur. Ils veulent toujours plus, et c'est la course contre la montre pour acquérir toujours plus de biens. Mais le temps passe, et quand on bascule dans la seconde moitié de sa vie, on se rend compte qu'il est important de prendre le temps de souffler et de regarder le monde avec un nouveau regard. Nata Albot est née sous l'ère soviétique à Chisinau, capitale de l'ancienne République moldave et de l'actuelle Moldavie.
Elle est aujourd'hui établie au Canada avec son mari et ses enfants. Mais elle revient chaque été dans la maison familiale. Toute la famille profite des modestes richesses du pays, classée au rang des plus pauvres d'Europe. Chez les Albott, il n'est pas un dimanche sans que la mère de Nata ne cuisine des placinta, de délicieux chaussons feuilletés. Une spécialité d'autant plus appréciée qu'elle a le goût d'autrefois. Il y a des tas de variations. La pâte que je fais est toute simple. C'est juste de l'eau, du sel et un peu de levure. On la laisse bien reposer avant de la pétrir longuement. Ensuite, on l'étale en couches très fines et on l'enduit de saindoux avec un pinceau. Bien généreusement. Mais le plus important, c'est de prendre du saindoux de la meilleure qualité qui soit, raffiné et onctueux. Il faut utiliser la graisse qui se trouve sous le ventre, le long des côtes du cochon. Parce que quand on la fait fondre, un fumet délicieux flotte dans la pièce. Et en plus, elle est inégalable point de vue qualité. C'est la qualité des ingrédients qui fait tout. On ne fait pas une placinta digne de ce nom avec de la margarine industrielle ou du fromage et des œufs qui viennent du supermarché. Pour faire une vraie placinta, il faut des œufs de la ferme d'en face, du fromage de chez la voisine et de la graisse de porc ou de l'huile qui vient directement de chez le producteur. C'est ça qui fait le goût d'un bon plat. Nata Albott vit entre deux pays et deux mondes. C'est pour son pays natal, la Moldavie, que son cœur bat. Pour ses goûts, ses parfums et ses traditions. Mais c'est au Canada, son pays d'adoption, que s'offrent à elle de nouvelles perspectives. Comme elle, un quart de la population moldave a choisi l'exil. Kéfir. Mon frère vivait déjà au Canada. Et lorsque j'ai obtenu mon permis de séjour qui me permettait de poursuivre mes études là-bas, j'ai décidé de sauter le pas et d'écrire une nouvelle page de ma vie. On a déménagé en 2013 et actuellement, je suis encore en formation. Je suis très contente de cette décision et j'ai découvert que j'étais beaucoup plus polyvalente que je ne le pensais. Sonia, viens vite manger une placinta. Ici, tout a le goût de la campagne, pas comme au Canada. Là-bas, on achète beaucoup de choses dans les magasins. Chez notre grand-mère, tout vient du jardin et c'est très bon. Mais en dehors de la nourriture, qu'est-ce qui te manque là-bas? Quand on est au Canada? Je sais pas. Je préfère être ici parce que je peux aller dans la nature comme je veux. Pour les grands-parents, en revanche, pas question de déménager. Nous ne pouvons pas nous arracher à nos racines et partir là-bas. C'est ici qu'on se sent chez nous. Un vieil arbre qu'on replante ne donne pas de nouvelles racines. Un jeune arbre, oui, mais pas un vieux. Pour nous, c'est pareil. Pour autant, le pays manque même à ceux qui ont choisi de prendre racine loin d'ici. Pour adoucir un peu l'exil, Nata a créé un blog où elle emmène ses lecteurs à la découverte de la Moldavie d'hier et d'aujourd'hui. Lesquelles vous préférez? Celle-là, celle-là et celle-là. Toutes quoi? Et toi, Magda, laquelle tu préfères?
Celle au fromage ou celle aux herbes? Celle aux herbes. Tous les matins, quand j'allume mon ordinateur, j'ai un petit message de Nata. Elle poste une photo ou autre chose. Ça me permet de voir mes petites filles. C'est mon plus grand bonheur tous les matins. Je suis triste que toute notre famille ne soit pas réunie. Ne serait-ce que pour les cerises. Il n'y a personne pour en profiter. Nous avons aussi un petit-fils qui aura 18 ans en août. Lui aussi vit au Canada. On serait bien sûr très heureux qu'ils soient tous là, comme avant. C'est dommage qu'ils soient obligés de partir à cause de la situation dans laquelle se trouve notre pays. Mais on espère que les choses s'amélioreront et qu'ils pourront revenir. L'espoir d'un avenir meilleur semble bel et bien se dessiner dans le pays. Partout fleurissent de nouvelles entreprises et de nouveaux projets. Dans cette cave viticole située à 1 heure de la capitale, nulle trace de cette Moldavie que l'on désigne comme le parent pauvre de l'Europe. On vous a apporté des placintas. Les cerises étaient mûres. Du coup, on a fait des placintas aux cerises. Merci, et moi je vous invite à déguster mon vin. La famille Abbott est toujours la bienvenue ici. Ion, le père de Nata, est un énologue reconnu dans le pays et un ancien camarade d'études de Boris Gaïna, le directeur de l'exploitation. Les deux experts en vin se réjouissent du virage pris par l'industrie viticole moldave, qui privilégie désormais la qualité à la quantité. Mais bien que le pays ait une longue tradition viticole, nombre d'exploitations ne se relèvent que lentement de plusieurs années de déclin. Les installations flambant neuves sont d'origine allemande et italienne, et les cuves en inox de fabrication moldave. Le temps où l'on travaillait avec du mauvais matériel est révolu. Avant, les exploitations étaient immenses et on fabriquait d'énormes cuves. Elles n'étaient pas en inox mais en acier et faisaient 4 mm d'épaisseur, 12 mètres de haut et 10 mètres de diamètre. La Russie, qui représentait un énorme marché, absorbait tout. La qualité ne jouait aucun rôle, seule la quantité importait. Il fallait produire le plus possible. Mais depuis 15-20 ans, Une révolution est en marche. Une grande révolution agro-industrielle. Je ressens un espoir et un renouveau. Un peu partout, on voit que le secteur est en train de renaître. Et s'ils sont entre de bonnes mains, nos vignobles deviendront de vraies pépites pour notre pays. Nous en serons fiers et c'est ça le plus important. Parce qu'ici, en Moldavie, les gens ont depuis longtemps perdu l'habitude d'être fiers de leur pays. Ils sont toujours en train de pester. Et le fait que les choses s'améliorent peu à peu fait naître en eux un sentiment d'espoir et de fierté. Les Moldaves ont ce besoin de croire que leur pays est capable d'aller de l'avant. Chișinău est la capitale de la République de Moldavie, indépendante depuis 1991. Centre économique et culturel, la ville, qui compte plus de 500 000 habitants, est à l'image du pays. Un patchwork d'influences. La majorité de sa population parle le russe et le roumain. Désireuse de créer des ponts entre les deux cultures, Nata a fait publier un livre de contes dans les deux langues. Un projet qui lui tient particulièrement à cœur. Pour le lancement du livre, Nata a convié une invitée de marque, la chanteuse Iulia Panic du groupe Viadaka, qui compte déjà en Moldavie de nombreux fans. Pour
promouvoir la Moldavie et ses valeurs culturelles, Nata n'hésite pas à mener plusieurs projets de front. Quand je suis passionnée par quelque chose, je fonce. Et ce projet est très important pour moi. C'était un de mes rêves. Nos histoires et nos légendes représentent un incroyable trésor culturel dont on ne trouve aucune trace dans les archives. Et la concrétisation de ce projet, c'est un livre de contes bilingue qui peut être lu dans les deux langues, en russe et en roumain, par les enfants comme par les adultes. Il s'agit d'un très beau recueil d'histoires que j'ai moi-même trouvé surprenante. Le groupe, dont le succès a déjà franchi les frontières, est à l'image du pays. Un brassage de personnalités au parcours multiples. Peut-être l'une des clés de son fulgurant succès. La chanteuse Yulia Panic est journaliste de métier. La musique est entrée dans sa vie de façon inattendue. Il y a 2 ans et demi, j'ai perdu quelqu'un qui m'était très cher. J'y pensais à longueur de temps. C'était un traumatisme très profond. Et c'est à partir de là que j'ai décidé que je ne ferais plus de compromis. Que je ne ferais plus que des choses auxquelles je tiens vraiment. Je n'aurais pas pu continuer à vivre comme avant. Et quand j'ai commencé à aller mieux, j'ai eu la chance de rencontrer ces 3 garçons qui ont cru en moi. Et pas à pas, tout doucement, on a réussi à faire de notre groupe ce qu'il est aujourd'hui. Les chansons et les vidéos du groupe abordent toutes le thème des origines. D'une certaine façon, notre musique s'apparente à un état second. Elle nous sort du quotidien et nous projette dans un autre espace-temps. Elle nous vient, je crois, d'ailleurs, de quelque chose que nous avons oublié et qui est resté accroché à notre inconscient. Cette musique ancienne que jouaient nos ancêtres, les Daces, les Vikings et les anciens peuples slaves, c'était une musique qui guérissait l'âme. Ce sont des rythmes répétitifs et des sons graves que l'on ressent ici, dans le ventre. Et nous, on part de ces sons anciens et on utilise les techniques actuelles pour créer notre propre son. Cette quête de l'authentique, le groupe la pratique aussi dans son potager. Ce sont nos tomates. Cette année, on s'est mis au jardinage. On a des tomates, de la roquette, des épinards, et là du maïs, des haricots, de la courge, des framboises. Entre 2 répétitions, on a besoin de se vider la tête. Et le jardinage est un bon moyen de se détendre. Il te reconnecte à la terre et te donne de l'énergie. Sandu, le pianiste, et Mircea, le bassiste, ont tous les 2 suivi des études de gestion
et ont occupé dans leur vie antérieure divers postes dans l'administration. Mais c'est dans la musique qu'ils ont trouvé leur voie, chez eux, en Moldavie. J'ai vécu à Bucarest et j'ai beaucoup voyagé dans toute l'Europe. Pendant un temps, j'ai vécu chez mon oncle à Kassel en Allemagne. Je suis allé un peu partout, mais je finis toujours par revenir ici. Parce que, comme on dit, la terre natale se rappelle toujours à toi. Et moi, c'est ici que j'ai mes racines. Et je ne me verrai pas vivre à l'étranger. Ma vie ici me convient, je suis heureux comme ça. On se sent bien chez soi. Quand elle revient chez elle, c'est guidée par la quête d'authenticité et la redécouverte de ses racines que Nata donne vie à ses projets. Bien le bonjour, mesdames. Bonjour. Qu'est-ce que vous faites? Vous faites sécher les tapis? Oui. Quand il fait beau, comme aujourd'hui, il faut absolument les mettre à l'extérieur. Parce que parfois, les mites y pondent leurs œufs. C'est pour ça qu'il faut bien les aérer. Ces tapis ont une très grande valeur pour nous. Nos anciens les conservaient dans des malles. Mais on n'en retrouve plus beaucoup aujourd'hui. Et s'ils ont autant de valeur pour nous, c'est parce qu'ils nous permettent de redécouvrir les motifs traditionnels des tapis du XVIIIe siècle. J'aimerais prendre une photo. Grâce à vous, le passé revit. Ekaterina, je crois que je suis amoureuse de ce tapis. Vous voulez bien me le mettre de côté, s'il vous plaît? D'accord. On l'emmène à l'atelier? J'ai le coup de foudre. Ekaterina Popescu enseigne son savoir-faire en milieu rural. Vous n'auriez pas dû choisir votre laine sous la lumière artificielle. Il faut la voir sous la lumière du jour. Parce qu'une fois teinte, elle prend parfois un aspect taché. Et il faut bien respecter les dimensions. Il faut que la largeur soit la même ici et là. Si vous voulez avoir un sac de qualité, il faut que les dimensions soient bien respectées. À l'atelier de tissage, les femmes suivent une formation diplômante de 2 ans. Une qualification qui leur permet d'apporter une contribution, aussi modeste soit-elle, aux revenus du foyer. L'exode massif qui a particulièrement touché les campagnes a fragilisé le tissu économique et social. Les hommes jeunes partent en nombre travailler à l'ouest, laissant aux femmes la gestion du foyer et de la ferme familiale. Qu'il pleuve ou qu'il vente, Inga attaque invariablement sa journée de travail à 4h30, 365 jours par an. On filtre le lait et on fabrique du fromage et de la crème avec. Pour notre consommation, mais aussi pour la vente. Mais il faut d'abord le laisser reposer. Inga conduit ensuite sa vache au pré. Chaque étape du matin est minutée.
Le matin, j'emmène d'abord ma vache au pré. Et une fois que je me suis occupée d'elle, je peux m'occuper du reste. Si je commence autre chose avant, la vache est trop tard au pré. Là, mes filles sont encore en train de dormir, donc je fais ça d'abord, et ensuite je pourrai m'occuper d'elles. À 6 heures, Inga revient au pas de course pour s'occuper de la maison et des enfants. Elle se rendra ensuite à l'atelier de tissage. Elle emploie son après-midi à poser le plancher de la nouvelle maison. Et le soir, une fois les enfants couchés, elle reprendra son travail de tissage. La famille vit de ce que gagne Inga. Les revenus de son mari servent à financer leur nouvelle maison. Il part à chaque fois pour plusieurs mois. Là, il est en Allemagne depuis le mois d'avril. Et quand il revient, on continue les travaux de la maison. Il reste quelque temps et ensuite il repart. Tout ça, on le fait pour nos 3 magnifiques enfants. Moi, personnellement, je n'ai pas de besoin particulier. C'est juste pour mes enfants que je le fais. L'essentiel, c'est qu'eux s'en sortent, qu'ils puissent étudier et avoir un toit sur la tête. Mais des rêves pour moi, je n'en ai pas. 12 des femmes du village suivent la formation dispensée par Ekaterina. Pour qu'elles puissent travailler chez elles, l'atelier met à leur disposition tout le matériel nécessaire. C'est Ekaterina Popescu qui nous donne les modèles que nous devons tisser. D'abord, on les dessine. On fait une esquisse. Pour moi, le tissage, c'est bien plus qu'un simple travail. Quand je tisse, j'oublie tous mes soucis, ça m'apaise. Quand je m'assois au métier à tisser, je focalise toute mon attention sur mon ouvrage et j'oublie tout le reste. Je pense à des choses agréables et ça me fait du bien. L'essentiel n'est pas là pour Inga et ses collègues, mais indirectement, elles contribuent par leur travail à la sauvegarde des traditions et du patrimoine culturel de leur pays. Comment s'appelle ce motif? Ce motif, c'est la crête de coq. Ce qui est joli ici, c'est l'association du rose tendre avec le bleu foncé. Il s'agit d'un tissage particulier, non? Oui, le tissage est un peu plus épais. Ça permet de porter ce type de chemise aussi par temps frais. L'IA est aujourd'hui bien plus qu'un simple habit du dimanche. L'IA est un élément de notre tenue traditionnelle. Elle fait partie de l'identité de notre pays, un peu comme nos tapis. Si nous n'avions pas d'identité, nous n'aurions pas de pays. L'IA tient donc une place essentielle dans notre culture. On a tout fait pour enlever à notre peuple son identité, sa spécificité culturelle. Et tout ce que fait Ekaterina, les tapis, les chemises, les nappes, c'est pour nous une façon de suspendre le temps et d'une certaine manière d'empêcher qu'on ne soit trop vite emporté par la vague de la mondialisation qui standardise tout, qui fait que nous avons tous les mêmes vêtements et les mêmes parfums. Défendre nos traditions nous permet de nous démarquer des autres. À Chisinau, en revanche, la vague de la globalisation a poursuivi sa course. C'est un autre visage de la Moldavie que la capitale arbore. Avec un revenu annuel par habitant d'à peine 2500 €, la Moldavie se classe au dernier rang des pays les plus pauvres d'Europe.
Un chiffre moyen qui cache toutefois d'énormes disparités, car le fossé entre riches et pauvres continue de se creuser. Le petit État compte désormais une classe fortunée. Valentina Vidrașcu est une styliste de renommée internationale. Ses créations, qui valent plusieurs milliers d'euros, sont elles aussi inspirées des tenues brodées traditionnelles. Celle-ci n'est pas à vendre. Je l'ai conçue en collaboration avec le peintre roumain Ștefan Chilțea. Celles-ci font aussi partie de la collection. Il a conçu toute une série de motifs représentant des femmes élégantes. C'est magnifique. Beaucoup de ces tableaux sont absolument superbes. Si Valentina Vidrașcu reçoit des propositions de New York et Paris, elle préfère rester à Chișinău, au plus près de sa source d'inspiration. Celle-ci irait bien avec des bottines, non? Chaque pièce est unique et peut être reproduite sur mesure à la demande des clientes. Tourne un peu pour qu'on voit le mouvement du tissu. J'aime le côté vaporeux. C'est très féminin, très sexy et pas du tout vulgaire. Super! Peu de femmes moldaves ont les moyens d'acheter l'une de ces robes. Mais avec son atelier de confection, Valentina Vidrașcu représente un atout pour son pays. Ce qui est important pour nous, c'est de créer un lien entre le passé et le présent. Nos chemises correspondent aux tendances actuelles, même si elles sont inspirées des tenues traditionnelles. Je me plais à imaginer que les femmes qui achètent une de nos Iya ou de nos robes la donneront peut-être un jour à leur fille ou à leur petite fille. L'Iya est un vêtement intemporel qui se transmet de génération en génération. Et je suis toujours très heureuse quand je vois des femmes porter les tout premiers vêtements que j'ai créés en 2005. Nata était la première à m'acheter une Iya. Et elle l'a toujours. Et probablement que ses filles la porteront à leur tour. Il est clair pour Nata que son pays a d'abord besoin d'investisseurs et d'infrastructures. Mais il faut aussi en redorer l'image en créant un nouvel élan collectif. Et Nata compte bien y contribuer avec son blog, ses livres et son festival. Je me sers beaucoup des nouvelles technologies. Ceux qui lisent mon blog sont pour la plupart des Moldaves expatriés qui sont nostalgiques du pays. Et ils n'ont de la Moldavie que l'image relayée par les réseaux sociaux ou les journaux, et qui n'est jamais très reluisante. Alors que sur mon blog, ils peuvent découvrir une nouvelle cave, un super designer, un festival, et tout ça véhicule l'image d'une Moldavie telle qu'ils aimeraient eux-mêmes la voir, et telle qu'ils aimeraient que d'autres Moldaves la voient. À tel point d'ailleurs que je m'implique énormément pour que les choses changent. Durant l'été, des manifestations anti-corruption ont rassemblé plusieurs milliers de personnes dans les rues de Chișinău. Dans la rue ou sur les réseaux sociaux, Nata participe au mouvement de protestation contre le diktat des oligarques qui tiennent le pays en main. Nous devons nous battre et appeler les choses par leur nom. À bas la dictature!
La Moldavie est un pays de contraste. On le voit à tous les niveaux. Vous avez d'un côté ceux qui vendent leurs abricots dans la rue, et de l'autre, ceux qui roulent en Porsche. Les gens quittent le pays parce qu'ils pensent qu'il n'y a pas d'avenir. Et en même temps, vous avez des restaurants gastronomiques et des grandes caves qui ouvrent leurs portes. Il y a un vrai paradoxe. Mais tant qu'il y aura de chouettes endroits où sortir, tant qu'il y aura des festivals, tant qu'il y aura des mariages, des naissances, ça voudra dire que ce pays est bien vivant. En ce dimanche de juillet, l'heure est à la fête. Une fois par an, le festival Ia Mania offre aux Moldaves l'occasion de célébrer leur pays et ses traditions. Et peu importe que l'on vienne de la rive gauche ou droite du fleuve Dnistrou, l'espace d'une journée, la frontière factice que les jeux de pouvoir ont créée s'efface au son de la musique. Ne me fais pas pleurer, je suis déjà assez fatiguée comme ça. Ne me demande pas ce que je ressens. Pour les Moldaves, cette région du Dnistrou est problématique. Les gens évitent de s'y rendre et la considèrent comme une zone de non-droit, où il est compliqué de travailler et de vivre. C'est un vrai problème. Et le fait que ce festival redonne aux gens une bonne raison de venir ici, dans cette zone de conflit, c'est quelque chose de très important. Ça commence. Accompagné par le batteur du groupe Via Daka, l'orchestre local donne le coup d'envoi du festival. Au cours de la journée, les villages de la région s'affrontent dans différents concours. La gastronomie locale y tient une large place. Les sarmales doivent être cuits à la vapeur pendant 4 heures, un jour avant d'être dégustés. Et ce n'est qu'une fois réchauffés qu'ils sont le plus savoureux. On a commencé à l'aube. On a à peine dormi pour que tout soit prêt à temps et faire un service digne de ce nom. Le festival Ia Mania rassemble 15 000 visiteurs. On y vient autant pour voir que pour être vu. Une vitrine parfaite pour Ekaterina Popescu et son atelier de tissage. L'éducation soviétique nous a arrachés à nos racines, si bien que nous ne savons plus d'où nous venons ni où nous allons. Personne ne s'est soucié de préserver toutes ces magnifiques valeurs culturelles qui définissent notre véritable identité. Et mon objectif, c'est de faire revivre ces valeurs qui se sont perdues. Mais le festival n'a plus pour seule vocation de remettre au goût du jour les anciennes chemises brodées. Le défilé, qui était à l'origine uniquement dédié à l'IA, présente aujourd'hui les créations de jeunes stylistes moldaves venus des 4 coins du pays. Il s'agit pour certains d'un véritable tremplin. La styliste Valentina Vidrașcu a elle aussi fait le déplacement. Aux côtés de Nata Albot, elle note les créations les plus originales.
Ce défilé donne un bon aperçu de la façon dont on peut allier tradition et modernité avec goût. Moi-même, je pourrais porter un de ces vêtements, même ceux de la collection pour hommes. Les costumes sont très sympas. Ils sont sobres et de bon goût. Il y a dans ce pays une nouvelle génération de créateurs qui cherchent à se démarquer et à se dépasser. Et je suis extrêmement heureuse que ce festival leur offre la possibilité de se faire connaître. Valentina Vidrașcu y présente sa dernière collection, hors compétition. Également sur scène, le groupe Viyadaka, qui lui aussi célèbre le pays à travers sa musique. Un pays qui est tout pour Sandu. Une maison, un berceau, l'amour. Nous, les Moldaves, nous sommes un peu dispersés, désorganisés, guidés par nos émotions du moment. Mais imaginez qu'on soit tous comme vous. Je veux dire, vous m'êtes sympathiques. Mais si on était tous comme vous, les Allemands, le monde serait triste. Parce que vous êtes trop organisés. Il faut qu'il y ait des gens comme nous, comme les Russes, comme les Vietnamiens. C'est Dieu qui l'a voulu ainsi. Leurs chansons évoquent aussi ceux qui ont fait le choix de l'exil. Mais eux ne quitteraient pour rien au monde ce pays qu'ils chérissent tant. Le prochain morceau nous concerne probablement tous. Car qui n'a pas dans son entourage quelqu'un qui vit loin de ce merveilleux pays? God.